Stéphane Vogetta, bonjour. Bonjour Thierry Burtin. Alors, vous êtes le député de notre circonscription. On le sait, vous êtes très actif et tout particulièrement ces dernières semaines parce que vous êtes illustré par des prises de position fermes, des échanges passionnants au Parlement et on a pu y découvrir des propositions qu'on peut même qualifier de punitives vis-à-vis des Français de l'étranger qui ont été proposées à la fois par la NUPES, bon ça on pouvait s'y attendre, par le RN et même par les LR. Alors, on le sait, les débats au Parlement sont fréquents, les passes d'armes aussi, et la fiscalité des Français de l'étranger, c'est toujours un thème cher à l'opposition. Mais là, j'aurais tendance à dire que ça a fait réagir quand même de nombreux Français qui résident à l'étranger. Et il nous a semblé important de faire le point avec vous, Stéphane Vogetta, sur la caricature de l'exilé fiscal enfin, des expatriés français auxquels nous avons eu le droit, et tout particulièrement, donc, vous vous êtes illustré avec des prises de parole qui ont été vraiment reprises et une tribune qui en défense, que vous appelez d'ailleurs en défense des Français établis hors de France et qui était co-signée par l'ensemble des députés et sénateurs des Français de l'étranger de la majorité présidentielle dans le monde tout dernièrement. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette passe d'armes et ces quelques semaines qui ont été quand même âpres? Oui, bah, effectivement, d'abord bonjour à tous. Et bien effectivement, enfin on continue d'ailleurs dans une séquence de débats budgétaires à l'Assemblée nationale sur aussi bien le projet de loi de finances que le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et dans le cadre de ces débats, on a eu de nombreuses heures dans l'hémicycle à débattre des articles et des amendements proposés par les uns et les autres. Et c'est vrai que, et n'étant pas la commission des finances, je n'ai pas pu participer aux travaux préparatoires. Donc j'ai vu apparaître dans l'hémicycle, soudain, j'ai vu surgir des amendements soutenus par la plupart des partis d'opposition et qui étaient assez systématiquement orientés à l'encontre de l'image et des intérêts des Français de l'étranger, avec par exemple un amendement pas forcément adverse aux intérêts des Français de l'étranger, mais un amendement du Rassemblement national qui voulait exonérer d'imposition sur le revenu tous les Français de moins de 30 ans, en utilisant pour unique argument le fait que si un jeune de moins de 30 ans, si un Français de moins de 30 ans, à la fin de ses études, part à l'étranger, c'est forcément pour échapper à l'impôt sur le revenu en France. Ensuite, on a eu nos amis républicains qui ont proposé une extension de l'exit tax pour la faire passer ou repasser de 2 ans à 15 ans. Et puis, comme d'habitude, et comme il était prévisible, malgré leur dénégation au moment des élections, la France insoumise et la NUPES, qui ont tous proposé puis voté des deux amendements qui, dans une certaine mesure, proposaient d'établir une imposition universelle des Français de l'étranger basée sur la nationalité française. Donc, c'est vrai que j'ai été surpris et pris d'une certaine émotion, je l'avoue. J'ai voulu monter au créneau, je suis monté au créneau à plusieurs reprises, j'ai pris la parole en défense des Français de l'étranger pour expliquer aussi à mes collègues parlementaires la réalité de ce qu'est un Français de l'étranger. On ne peut pas nier à l'évidence que certains Français de l'étranger, peut-être quelques centaines, quelques milliers, disons, sont partis de France ou seront partis de France ou partiront un jour de France avec pour critère principal la fiscalité ou trouver une meilleure fiscalité ailleurs. Mais je trouve extrêmement méprisant pour les 3 autres millions de Français de l'étranger qui vivent souvent dans des pays où la fiscalité est plus élevée qu'en France, de se faire caricaturer de la sorte au sein de notre Parlement. Et c'est pour ça que j'ai insisté non seulement pour débattre avec mes collègues parlementaires au sein de l'hémicycle, mais ensuite pour effectivement, et avec le soutien de tous mes collègues parlementaires des Français de l'étranger, publier cette tribune, écrire et faire publier cette tribune par Le Monde, qu'il a accueillie avec enthousiasme, une tribune en défense des Français de l'étranger qui rappelle aux Français de France et à nos collègues parlementaires de l'opposition ce qu'est la réalité d'un Français de l'étranger et à quel point nous partons dans notre immense majorité de France quand nous le faisons pour de bonnes et belles raisons et non pas pour nous exiler fiscalement. Mais d'ailleurs, les raisons principales, on les connaît. C'est près de 40% des répondants, quand il y a eu plusieurs sondages et plusieurs informations qui ont été publiées. Et principalement, c'est l'opportunité professionnelle que les Français de l'étranger mettent en avant. Et puis ensuite, ce sont à 25% les choix par amour. Voilà, pour rentrer sur les… Donc, c'est plus de 50% déjà des Français de l'étranger qui répondent un petit peu à ces deux questions. L'opportunité professionnelle qui se présente à l'étranger plus facilement qu'en France. On sait qu'aussi aujourd'hui en France, les critères d'emploi sont de plus en plus compliqués, que les gens aussi ont du mal à trouver. Donc, on le dit sincèrement aujourd'hui, et dans certains pays, et dont le Portugal en l'occurrence, beaucoup de jeunes peuvent venir
pour travailler. Il y a des opportunités de travail aujourd'hui, même en français. Donc, on le rappelle, même si les gens ne parlent pas forcément le portugais ou l'anglais, il y a des opportunités qui se présentent. Les centres d'appel en sont l'exemple le plus concret. Et là, ça représente quand même beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui peuvent découvrir en même temps l'étranger, vivre une vie différente par rapport à celle qu'ils ont pu connaître. Puis après, évidemment, les gens par amour ou pour adopter une nouvelle culture. Donc, on n'est pas du tout dans les Français uniquement sur l'aspect fiscal. L'aspect fiscal, c'est moins de 7% de l'ensemble de cette masse des 3 millions, comme vous l'avez si bien rappelé. Donc, c'est clair, Stéphane, vous êtes là, véritablement le moteur pour nous représenter et pour représenter eh bien, ces 3 millions de Français parce qu'on a vraiment besoin d'être représentés. Alors aujourd'hui au Parlement, bon, on le voit, vous avez passé beaucoup d'heures, l'ensemble des députés, et dont vous tout particulièrement, en finissant de temps en temps à des horaires tard la nuit ou en début de matinée, on dira directement. Euh, et tout ce travail en fait qui a été fait, toutes ces heures qui ont été passées à l'Assemblée, est-ce que ce n'est pas du temps perdu parce qu'aujourd'hui, bah, la Première ministre a décidé de passer directement avec le 49.3 et là on en est au troisième. Ben, effectivement, alors d'abord pour rebondir sur votre remarque, effectivement, moi là pour la première fois peut-être depuis que je suis devenu député il y a un an et depuis ma réélection, j'ai vraiment compris l'importance que l'on ait une représentation parlementaire, nous les Français de l'étranger, à l'Assemblée nationale. Parce que si nous, les députés des Français de l'étranger, les sénateurs des Français de l'étranger, ne sommes pas là, si nous ne sommes pas là pour défendre les Français de l'étranger, défendre leur intérêt, défendre leur image, remettre les choses à leur place, personne ne le fera pour nous. Donc, il est vraiment important et je pense que pour les prochaines élections, qu'elles soient le plus éloignées possible, je rappellerai à tous les Français de l'étranger l'importance de s'intéresser à ces élections et à ce rôle de représentants élus des Français de l'étranger. Quant à ces dernières semaines, ben effectivement, nous avons passé beaucoup de temps à débattre du projet de loi de finances. Je crois que certains ont comptabilisé plus de 60 heures. Bon, il faut savoir que les sessions qui terminent tard, c'est classique. Hein, durant les sessions parlementaires, chaque jour de débat dans l'hémicycle finit à minuit. On finit à minuit. Donc parfois, ça déborde un peu, parfois, ça déborde beaucoup. Mais s'il y a un texte à débattre, on commence à 9 heures du matin et on finit à minuit avec deux pauses de 3 heures. Donc voilà, ça remet un peu aussi les pendules à l'heure sur la vie quotidienne d'un député. Et enfin, je vais vous dire, on a entendu effectivement des partis d'opposition qui ont participé au débat et donc notamment qui ont fait passer certains amendements sur l'exit tax, notamment l'amendement sur l'exit tax proposé par les Républicains sur le fait de rétablir un exit tax qui aille jusqu'à 15 ans après le départ d'un entrepreneur français de France. Ça a été proposé par les Républicains et ça a été voté par l'ensemble des partis d'opposition. Et à ce moment-là, on a pu entendre les Républicains et d'autres partis d'opposition qui disaient, si vous utilisez le 49.3, est-ce que vous vous engagez, cher gouvernement, à maintenir ce nouvel amendement dans le texte final? Ce à quoi la réponse a été, écoutez, ça fait des jours et des heures qu'on débat, vous êtes capable de faire passer des amendements qui vont dans votre sens et qui vont à l'encontre des recommandations, des préconisations du gouvernement et de la majorité présidentielle. C'est la preuve que vous pouvez influer sur ce texte, comme vous l'avez fait en commission. Et donc, si vous voulez que cet amendement reste dans la version finale du texte, il ne tient qu'à vous de le voter, de l'influer, de le modifier et de le voter. Mais il se trouve que tous les partis d'opposition, bon, on s'y attendait, le RN et la LFI, mais aussi le PS, les Verts et les Républicains, ont dit dès le début, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même si on arrive à modifier le texte, nous ne le voterons pas au final. À partir de là, une fois qu'il a été démontré malgré nos efforts, que le débat et le travail d'ajout d'amendements serait vain, eh bien, on est arrivé à la conclusion que le jeu avait assez duré et qu'il fallait passer maintenant à l'action et activer un article qui fait partie de la boîte à outils constitutionnelle qui est à notre disposition pour éviter les situations de blocage. Et la France a besoin d'un budget, la France a besoin de pouvoir financer sa sécurité sociale, sa retraite. Et c'est pour ça qu'à un moment, on arrête les petits jeux politiques et on avance, notamment avec le 49.3. Mais je tiens à vous rappeler quand même que depuis le début du mois de juillet, on a voté beaucoup de textes sur le pouvoir d'achat, sur la modification de l'indemnisation chômage, sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Et tous ces textes ont été votés en trouvant une majorité au sein de l'Assemblée nationale, parfois avec l'appui des Républicains, parfois sans eux. Et ça s'est fait sans aucun problème. Cette fois-ci, on est sur une période particulière, avec en particulier les Républicains qui sont en pleine élection de leur président. Ça impose certaines postures politiciennes. Espérons qu'on pourra rapidement passer outre
ce moment un peu compliqué et qu'on reviendra à un usage normal, on va dire, du gouvernement et du Parlement. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour être intervenu évidemment sur notre antenne. Merci beaucoup Stéphane Vogetta. Je rappelle que vous êtes notre député de notre circonscription et que nous aurons bien entendu, ça j'en suis intimement convaincu, l'occasion de vous avoir très prochainement évidemment sur nos antennes pour venir nous parler parce que je pense que l'actualité actuelle que vous pouvez vivre quotidiennement à l'Assemblée n'est loin d'être terminée. Donc on aura l'occasion de pouvoir parler d'autres sujets, mais en tout cas on a bien compris que vous êtes monté vraiment au créneau ces dernières semaines et tout particulièrement avec aussi la tribune que vous avez fait publier dans Le Monde et qui a été co-signée par l'ensemble des députés des Français de l'étranger et des sénateurs, de votre groupe parlementaire. Et donc, Stéphane Vogetta, merci beaucoup d'avoir répondu en tout cas à nos questions sur la French Radio. Puis on est ravis de vous avoir et de vous entendre évidemment nous parler des différents sujets au fur et à mesure que vous pouvez avoir à développer pour le bien et l'intérêt de notre communauté qui, on le rappelle, représente plus de 3 millions de Français aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt sur la French Radio. La French Radio, Portugal.